Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. 9 mars 2024, le PPACI, le parti de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, le désigne comme candidat à la présidentielle d'octobre 2025. L'homme, quoique rayé des listes électorales en raison d'une condamnation, a aussitôt dit oui. Si cet obstacle est levé et si les Ivoiriens élisent Laurent Gbagbo en octobre 2025, il connaîtra un destin extraordinaire. Un destin similaire à celui de l'actuel président brésilien Lula da Silva qui, de la présidence de la République, s'est retrouvé en prison, puis de la prison à la présidence de la République. Alors, Laurent Gbagbo sera-t-il le Da Silva ivoirien? Rien n'est moins sûr. Dans la course, il y a un homme nouveau, Tidjane Thiam, ancien ministre ivoirien, ancien patron de Crédit Suisse et actuel président du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Beaucoup voient déjà en lui le symbole d'un renouvellement de la classe dirigeante en Côte d'Ivoire. Mais le président ivoirien Alassane Ouattara n'a pas encore dit son dernier mot. L'homme dont les partisans revendiquent un bilan brillant pourrait lui aussi être tenté par la présidentielle de 2025. Alors, quels en sont les enjeux? Quel regard porter sur sa gouvernance et surtout, quels sont les rapports de force à un peu plus d'un an de cette présidentielle? 3 Ivoiriens avec moi pour en parler. Bafalikou Doumbia, vous êtes ingénieur, un cadre d'entreprise, président de la section Union des cadres RHDP de France. RHDP, c'est le parti au pouvoir. Alors, comment se situer par rapport à la présidentielle qui s'annonce? Que dire de la gouvernance et du bilan du président Alassane Ouattara? On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bernard Oudin, infatigable défenseur du président Laurent Gbagbo, dont vous êtes le conseiller spécial. Vous avez d'ailleurs consacré un livre à l'homme. Bernard Oudin est donc l'auteur de ce livre, Gbagbo, un homme, un destin, publié aux éditions Masmilo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nestor Kofi, vous êtes le haut représentant du président Tidjane Thiam. Vous êtes le représentant de Tidjane Thiam de la diaspora. L'homme a pris effectivement le 22 décembre dernier la tête du PDCI, le principal parti d'opposition en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, il a été reçu ce 11 mars par le président ivoirien Alassane Ouattara. Une belle élégance politique, dirons-nous. Alors, dans quel état d'esprit abordez-vous la présidentielle qui s'annonce? On en parle au cours de cette émission. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes le 6 août 2022. Le président ivoirien Alassane Ouattara prend un acte politique d'importance, gracier son prédécesseur Laurent Gbagbo. Une grâce jugée insuffisante par ses partisans qui espéraient davantage. En le désignant candidat à la présidentielle d'octobre 2025, ce 9 mars, ils espèrent sans doute, ou ils envisagent sans doute pour leur leader, la levée de cet obstacle. Mais quelles sont les chances de voir lever cet obstacle? Nous avons posé la question à l'avocat Djemal Taleb. On l'écoute très rapidement, on en parle après. S'agissant de la candidature du président Laurent Gbagbo, il y a des choses qui me paraissent évidentes. C'est incontestablement un grand homme d'État, un chef d'État qu'il a été respectable, dont la taille, la pointure, la stature et la culture sur le continent africain ne font pas de doute. Il a exercé le pouvoir pendant 11 ans, dans des conditions que nous connaissons. Il est aujourd'hui revenu dans une Côte d'Ivoire nouvelle. Sa candidature me paraît couler de source. Le problème, en effet, qui se pose, c'est que le président Laurent Gbagbo est gracié et non amnistié. Et donc, la question de son amnistie se pose. La Côte d'Ivoire est un grand pays de paix, de concorde, de cohésion. Et il me semble que le président Ouattara
ces dernières années, a fait preuve d'une grande ouverture d'esprit, d'un grand esprit de concertation, de partage, mais aussi d'inclusion de la vie politique ivoirienne. Et donc, il me paraît normal que le président Gbagbo bénéficie de cette clémence, de ce climat, et que sa candidature ne peut être que bénéfice profitable pour la Côte d'Ivoire de façon générale. Ben Aoudin, très rapidement. Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison. Je l'ai dit, le 6 août 2022, le président ivoirien Alassane Ouattara l'a gracié. Pour l'instant, son nom ne figure pas sur les listes électorales en raison de sa condamnation. En le désignant candidat ce 9 mars à la présidentielle d'octobre 2025, qu'espérait le PPACI forcer d'une certaine manière, mais au sens élégant du terme, la main au président Alassane Ouattara pour qu'il lui accorde enfin l'amnistie et que son nom soit réinscrit à nouveau sur les listes électorales? Non, je pense qu'il faut présenter les choses différemment et revenir à l'essentiel. Le président Gbagbo a été envoyé à la Cour pénale internationale en 2011 par Alassane Ouattara et malheureusement le gouvernement français de l'époque. Le procès a duré jusqu'en janvier 2019. Oui. L'appel a été fait le 31 mars 2021, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps. Et le président Gbagbo, au terme d'un jugement d'acquittement qui fait 1000 pages, c'est pas simplement de dire qu'il est acquitté, il y a 1000 pages de développement pour démontrer pourquoi et comment Gbagbo est acquitté. Et dans ce cadre-là, il n'y a aucun fait, aucun acte qui peut être reproché à Gbagbo en Côte d'Ivoire. Alors, il existe ce narratif, que je dirais, de légende urbaine sur un pseudo-cas de la BCEAO qui n'a jamais eu lieu, sur le plan strictement factuel. Il y a eu une condamnation, que je mettrais entre griffes, oui, mais qui n'a jamais été signifiée au président Gbagbo, si on veut rester dans la procédure judiciaire. Donc, pour le président Gbagbo, cette condamnation n'existe pas. Qu'on parle d'amnistie, qu'on parle de grâce, j'ai apprécié les termes de Maître Taleb, et je pense qu'il a parlé en homme de droit et aussi en homme de justice politique. Le problème de l'empêchement de Gbagbo sur la liste électorale est une fadaise qu'il faut lever le plus rapidement possible dans l'intérêt de tout le monde. La réalité des choses, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. On a parlé des différentes possibilités de candidature pour 2025. Bien sûr. Je pense qu'il faut que le débat se place là-dessus. Et cette histoire d'amnistie ou de grâce ou de réinstaller Gbagbo sur les listes électorales n'est plus un sujet. Non. Monsieur Oudin. Monsieur Gbagbo sera candidat et aux Ivoiriens de désigner qui ils veulent comme président. On va dire les choses clairement. Je l'ai dit très clairement. Et méthodiquement. Et les débats anciens, on ne va plus revenir là-dessus, sinon ça ne nous fait pas avancer. Le fait est là, aujourd'hui, que le président Laurent Gbagbo traîne une condamnation de 20 ans pour braquage de la BCEAO. Est-ce que ça a eu lieu ou pas? Ce n'est plus le sujet aujourd'hui. La justice ivoirienne s'est prononcée. La question, c'est comment on fait maintenant? Comment on avance? C'est ça la question. On ne va plus revenir sur est-ce qu'il s'est rendu effectivement coupable de ça? Mais il est condamné. Voilà. La réponse l'a donnée M. Taleb. Il a dit, dans l'intérêt général, il vaut mieux que le président Gbagbo soit candidat parce qu'il a toutes les capacités pour être candidat. Bien sûr. Et il a les capacités, dans le cadre de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, oui, ce problème qui peut être un problème qui peut se décortiquer juridiquement pendant des jours et des jours, oui, l'intérêt de la Côte d'Ivoire et du président de la République actuelle, oui, qui est le garant de la Constitution, donc le garant du droit en Côte d'Ivoire, c'est d'aider à ce que le droit fonctionne. Oui. Donc, dans ce cadre-là, oui, qu'il acquitte, et je lui donne un moyen très simple, c'est que dans le cadre de la loi d'amnistie, le président Gbagbo avait été exclu avec Charles Blé Goudet de cette loi, oui, au seul prétexte, qui est dans le document d'amnistie, qu'ils étaient sous l'empire de la juridiction de la CPI, et que la Côte d'Ivoire ne pouvait pas se substituer à la CPI. Mais à partir du moment où la CPI a complètement acquitté Laurent Gbagbo,
il coule de source que l'amnistie peut s'appliquer sans problème, sans avoir besoin de prendre une nouvelle disposition. Donc on prend acte de la condamnation et on avance. On avance et on va dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on se retrouve en octobre 2025 avec des gens qui peuvent être candidats. Parce que sur le plan strict du droit, on pourrait parler pendant des heures et des heures aussi de la candidature potentielle de M. Ouattara, en fonction de la Constitution. Mais moi, j'en fais pas un sujet. Bien sûr, bien sûr. Fais pas un sujet. Bien si sûr. M. Ouattara Oui. peut être candidat... Mais c'est un aspect que vous avez tout à fait le droit d'évoquer très rapidement. Monsieur Doumbia, vous êtes un cadre du RHDP. Et vous dirigez la section française du RHDP. Donc vous êtes imprégné d'une culture politique qui vous permet de prendre des positions ou d'exprimer des choses en fonction de ce que vous savez de votre parti et des débats qui ont lieu au sein de votre parti. Il interpelle le président Alassane Ouattara. L'avocat que nous avons écouté interpelle également le président Alassane Ouattara. Les partisans du PPACI, le 9 mars dernier, interpellent le président Alassane Ouattara par rapport à la candidature en octobre 2025 de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous pensez effectivement que votre président pourra franchir le pas pour enfin accorder l'amnistie à Laurent Gbagbo afin qu'il jouisse de ses droits citoyens? Okay. Il ne me semble pas que le PPACI ait déjà posé la question en tant que tel. Parce que ce qui a été fait pour l'instant, c'est qu'il y a une demande qui a été faite à M. Laurent Gbagbo pour pouvoir effectivement accepter sa candidature, valider sa candidature. Oui, et il a accepté. Il a accepté. Il est aujourd'hui le problème n'a pas été posé en termes de démarche pour dire que le PPACI envisagerait vraiment on va dire, une démarche auprès du président de la République pour pouvoir effectivement aider. Non, mais c'est pas au PPACI de faire ça. Moi, je pose la question par rapport à ce que vous savez aujourd'hui de votre leader et à l'état d'esprit de votre leader. Ce que j'aimerais vous dire par rapport à la position du RHDP aujourd'hui, c'est qu'il y a une décision qui a été prise par un parti politique. Le RHDP ne va pas commenter, n'envisage pas commenter la décision d'un parti politique. C'est déjà un premier point. C'est pas ce que je vous demande. Maintenant, ce que nous ressentons, parce que je vous vois venir, et ce que nous ressentons, et il faut poser des gages, parce que le PPACI nous a habitués, ex-FPI, nous a habitués à ce qu'on appelle les services de boulanger. Voilà, ils ont l'habitude de mélanger des faits, de contourner des faits et de jouer un peu sur la sensibilité des populations. Quels faits ils ont mélangé? Vous savez comme moi que M. Laurent Gbagbo et ses partisans, surtout M. Laurent Gbagbo, est habituellement appelé le boulanger. Voilà, il a l'habitude de rouler les gens dans la farine. Mais là n'est pas le sujet. Ok, d'accord, très bien. Je vais revenir un peu sur ce qui a été développé et présenter un peu les gages que le RHDP, en tout cas, souhaiterait faire pour interpeller le PPACI. Vous savez, dans cette démarche de candidature, nous, on la voit, en fait, à deux niveaux. Oui. Laurent Gbagbo, dans cette démarche, est dans une posture probable de créer des bases d'une éventuelle contestation au niveau de la population. Donc, pouvoir même penser même à une insurrection généralisée au niveau de la population. Ça, c'est un point. Et un deuxième point, comme vous l'avez signifié tout à l'heure à monsieur Oudin, c'est que éventuellement cette acceptation de candidature de monsieur Laurent Gbagbo pourrait éventuellement être une sorte de forcing pour, on va dire, demander à monsieur Ouattara d'accepter coûte que coûte l'inscription du nom de M. Gbagbo sur la liste électorale. Mais ce que nous voulons souligner ici... Non, vous m'avez mal compris. Ce que nous voulons souligner... Moi, j'ai dit dans mon introduction que sans doute, les partisans espèrent-ils, une fois qu'il est désigné, qui bénéficie des conditions de levée de sa condamnation afin qu'il puisse participer. Mais vous dites quelque chose de très intéressant et en même temps qu'il faut que vous expliquiez davantage. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a demandé aux gens de le lire. Ce sont, d'après ce que nous avons vu et compris, ce sont les partisans
Enfin, du moins, le comité central. Le comité central, Le comité comme on l'a central. dit, oui, mais on sait que c'est le PPACI, ce sont les organes décisionnaires du PPACI qui, Oui, effectivement... Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez leur reprocher quoi? En fait, nous, c'est Laurent Gbagbo qui nous garde on ne souhaite pas commenter leurs décisions, mais simplement interpeller sur les conséquences de cette démarche-là. Parce que là, on a l'impression qu'ils veulent en fait forcer les choses et nous donner des leçons. Mais ce que j'aimerais rappeler, c'est que c'est un sujet juridique qui est en train d'être transformé en un problème politique et qu'il, selon le PPACI, souhaiterait avoir une solution politique à ce problème-là. Mais c'est un problème juridique, déjà d'emblée. Maintenant, le risque auquel on s'expose peut être grave pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Mais nous, aujourd'hui, au RHDP, on essaie de se concentrer sur l'argumentation qu'on pourra mettre en place pour pouvoir effectivement demander la candidature de notre candidat naturel, qui est le monsieur, le président. Très rapidement, avant de passer à monsieur Kofi, vous avez bien vu comment j'ai demandé qu'on suive dans cette émission le postulat du respect de la justice de Côte d'Ivoire et des institutions de Côte d'Ivoire. Absolument, il n'y a que ça. Voilà, il n'y a que ça. C'est pour ça qu'il y a un code électoral qui définit clairement comment est-ce qu'on peut être candidat en Côte d'Ivoire et il faut s'y soumettre. Très bien. Voilà. À partir du moment où, puisque vous fustigez chez le président Alassane Ouattara, gracie le président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire empêche son prédécesseur d'aller en prison, qu'est-ce qui l'empêcherait de faire en sorte qu'il puisse jouir de ses droits civiques et politiques et donc voir son nom inscrit sur les listes électorales? S'il n'y a pas de calcul politicien aussi de votre côté, qu'est-ce qui peut l'empêcher? Non, monsieur Togbe, écoutez, Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, n'a pas attendu un appel du PPACI pour pouvoir gracier Simone Gbagbo. Le président Alassane Ouattara n'a aucune leçon à recevoir de la part du PPACI en termes de gestion de la vie politique ivoirienne. Vous savez, cette démarche, elle est... dans ma lecture, dans notre conception des choses, nous, on ne la commande pas, mais en fait, on souhaiterait poser des gages, comme je l'ai dit, parce qu'il y a un fort risque, en fait, qui va se présenter avec ce problème-là. Donc, pour revenir, en fait, sur le sujet, c'est que Alassane Ouattara est un héritier d'Houphouët-Boigny et il agit en temps et en heure. Alassane Ouattara n'a pas attendu Laurent Gbagbo pour pouvoir libérer les prisonniers. C'est vrai. Absolument. C'est vrai. Et il n'a pas attendu Laurent Gbagbo aussi pour pouvoir autoriser, on va dire favoriser l'obtention du passeport de Charles Blé Goudé pour qu'il puisse rentrer au pays. Et même Laurent Gbagbo, quand il rentrait au pays, il a été très bien accueilli avec sa famille et Alassane Ouattara n'a pas attendu son appel pour pouvoir effectivement favoriser tout ça. Donc on n'a aucune leçon à recevoir de la part du PPACI en termes de gestion de la vie politique. Ils étaient en droit d'obtenir le passeport. Ils sont des citoyens ivoiriens. On ne va pas quand même faire d'eux des apatrides. Oui, mais... Donc leur accorder leur passeport, ce n'est pas une faveur, c'est un droit citoyen. Mais qu'est-ce que vous dites de la sécurité, monsieur? Qu'est-ce que vous dites de la sécurité? Ça c'est une chose. Et là encore, leurs comptes ont été gelés. Monsieur Laurent Gbagbo, que j'ai vu effectivement aller voir les déguerpis à GESCO. Oui. Mais quand vous voyez Laurent Gbagbo n'a, pour ces déguerpis-là, pour ces populations qui sont dans le besoin, milliardaire qu'il est, mais qu'est-ce qu'il a fait pour ces populations? Et je vous rappelle encore, en 2020, dans 2002, quand il y a eu l'insurrection, on va dire l'attaque qui a favorisé la rébellion et le découpage du pays en deux. Oui. Mais Laurent Gbagbo, c'était sous Laurent Gbagbo qu'on a eu en fait le balayage systématique des bidonvilles en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Vous dites balayage systématique, ça veut dire quoi? En fait, ils ont cassé en fait tous les bidonvilles. On parlait de Washington et tout ça. En fait, tout ça a été cassé par Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, il vient se jouer les bons samaritains. C'est un peu comme si l'hôpital qui se fout de la charité. D'accord. C'est très clair. On va rester focus sur la présidentielle de 2025. Nestor Kofi. Vous êtes un peu comme une sorte de troisième larron dans cette confrontation entre guillemets politique entre le PPACI, et en tout cas entre Bernard Oudin et
et M. Doumbia, de là où vous êtes. Il a dit Alassane Ouattara est un héritier. Vous êtes le représentant à cette étape du PDCI. Oui. Le parti du président. Félix Houphouët-Boigny. Donc, il y a forcément entre vous une sorte de connexion, une sorte de lien historique et idéologique. Tout à fait. Quel est votre regard sur cette question-là qui se pose aujourd'hui? Un président qui est déchu de ses droits civiques et politiques et qui est choisi quand même par son parti pour être candidat à la présidentielle prévue en octobre 2025 dans votre pays. D'accord. Merci de me donner la parole. Je vais vous dire une chose. Moi, je suis disciple du président Houphouët-Boigny. Et pour moi, tout doit se régler par le dialogue. Pour qu'il n'y ait pas de conflit comme on a déjà connu par le passé. Ce problème, il y a deux points qui m'ont choqué quand Monsieur Doumbia développait, oui. Quand il parlait du respect de la loi. Mais le respect de la loi passe d'abord par la loi fondamentale. Parce que est-ce que M. Ouattara est dans cette disposition, puisqu'il a fait un troisième mandat. S'il vous plaît, vous n'allez pas revenir encore avec ce sujet. Hein? Il a fait un troisième mandat en violant notre loi fondamentale. Et il vient aussi dire que Blé Goudé a eu son passeport, c'est une faveur. Ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Parce que dans notre Constitution, il est interdit de contraindre un Ivoirien à l'exil. Donc, si on doit respecter les lois, c'est lui qui est le président de la République, donc à la magistrature suprême, il doit être d'abord le premier à respecter ces lois-là. Quelle loi constitutionnelle a-t-il violé, s'il vous plaît? Le troisième mandat, ça, on n'a que droit à 2 mandats en Côte d'Ivoire. Il a fait son troisième mandat, il est en plein dedans et il envisage de faire même un 4e mandat. Ça, on ne le sait pas encore. Il nous le dira dans cette émission. Il a dit tout à l'heure. Il a dit son souhait. Son souhait à lui. Son souhait à lui. C'est qu'il veut encore mettre de l'huile sur le feu. Ce qu'on a connu en 2020, on ne veut plus recommencer en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il faut un homme nouveau comme le président Tidiane Thiam, qui vient comme un homme nouveau pour pouvoir réconcilier les Ivoiriens. Parce qu'il a la légitimité de venir réconcilier les Ivoiriens. On ne veut plus tomber dans les élections où il faut toujours qu'il y ait un cortège de morts. Une élection, c'est un jeu démocratique. Et le jeu démocratique passe par le respect des règles et des lois qu'on se donne librement. Donc, moi, je ne peux pas comprendre qu'on vienne me dire que aujourd'hui, alors que une justice supranationale pour le même fait a rendu sa décision... Non, pas pour le même fait. C'est pour les mêmes faits. Non. Il a été déporté. Il faut clarifier les choses. Hein. Oui. La CPI n'a pas été saisie par cette histoire de braquage de la BCEAO. Hein. La CPI, les compétences de la CPI concernent des infractions ou des incriminations spécifiques. Génocide, crime de guerre, crime contre l'humanité. Oui. Mais tout ce qu'ils ont dit, ça a été balayé. Oui, ça oui. De la main. D'abord, c'était une injustice. Parce que si quelqu'un n'a pas commis une faute, qu'on le déporte, et que 10 ans après, il est acquitté, moi, je pense que pour aller, dans la paix en Côte d'Ivoire, parce que le président Houphouët dit, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et il faut une volonté politique. D'accord. Essayez de clarifier votre réponse par rapport à la candidature de Laurent Gbagbo et à la position qui doit être celle du président Alassane Ouattara et relativement au souhait des militants du PPACI, c'est quoi? C'est quoi votre question? Vous dites, moi, je pense vous ne voulez pas que... Enfin, du moins, vous dites, la candidature et voir le président Alassane Ouattara candidat, c'est mettre de l'huile sur le feu, pourquoi? Moi, j'ai dit, dans ces conditions, il faudrait que les élections soient ouverte à tout le monde. Ah d'accord, très bien. Donc il faut qu'on aille jusqu'à accorder l'amnistie. Il faudrait qu'il y ait... Laurent Gbagbo. Que ce soit, si M. Ouattara, tant est que M. Ouattara doit se présenter, ça doit être ouvert à tous. Dès lors, il y a des conditions. Il y a le mécanisme d'abord, la CEI, qui doit être, comment on appelle, totalement remise à... On en parlera D'accord. au cours Donc, de cette émission. moi, je pense qu'aujourd'hui,
c'est qu'il faut faire. Il faut ouvrir le jeu politique. Il faut ouvrir le jeu politique. De façon à ce que tout le monde puisse se présenter pour qu'il n'y ait pas de mort, hein, alors que l'élection, c'est un jeu démocratique. Merci. J'ai voulu répondre en 2 minutes, oui, 1 minute à M. Doumbia. Le président Gbagbo est sans doute l'homme politique ivoirien qui a toujours respecté absolument les lois. Et d'ailleurs, il avait dit le 4 décembre 2010, à son investiture après l'élection de 2010, un discours au palais qui est un discours qui doit être présenté dans les écoles à tout le monde sur démocratie et république. On ne peut pas avoir de démocratie sans respect des lois, on ne peut pas avoir de république sans démocratie. Monsieur Doumbia nous parle aussi de Laurent Gbagbo boulanger. Je rappellerai simplement aux Ivoiriens ou aux autres qui ne sont pas au courant de ce terme que c'est un terme qui a été employé en 2000 par le feu général Gueye, qui avait dit à Gbagbo la veille de l'élection « Je te nommerai Premier ministre quand je serai président ». Et le lendemain, quand ils étaient chez Agré, Monseigneur Agré, paix à son âme, Gueye a rappelé ça à Gbagbo, qui lui a dit « Oui, mais l'élection s'est passée, c'est moi qui ai gagné, donc c'est caduc ». Et là, Gueye a parlé que Gbagbo l'avait roulé dans la farine, je ne sais pas de quelle façon, mais simplement c'était les fêtes. Donc cette histoire de boulanger ne tient pas la route. Et puis une dernière petite chose par rapport au GESCO. Le GESCO, c'est la responsabilité à 100%, GESCO et Boribana, à 100% des actes du RHDP aujourd'hui, que ce soit ceux de Cissé Bakongo ou d'autres. Et on rappelle cette histoire de Washington. Je suis désolé, mais le quartier de Washington, qui est au-dessus du monument des martyrs en remontant le boulevard Mitterrand, a été détruit à l'époque, mais avant d'être détruit, il a été reconstruit en face du cimetière de la route d'Alépé, à Abobo, pour que les déguerpis aient un toit le soir même. Et je rends hommage à ce moment-là à Bédié, parce que ça s'est passé, non pas sous Gbagbo, mais sous Bédié. Il faut connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Très bien. Écoutez, on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Deuxième partie de notre émission consacrée à la Côte d'Ivoire qui tient sa présidentielle en octobre 2025. Un nouvel invité m'a rejoint, Paul Arnaud Bertin Zéouri. Donc vous êtes le vice-président du PDCI RDA. L'un des vice-présidents. L'un des vice-présidents, bien sûr. Tidjane Thiam a été reçu le 11 mars dernier par le président de la République, Alassane Ouattara. On a vu une belle photo, des personnalités qui étaient détendues, souriant. On sentait de la sérénité. Moi, j'ai même parlé dans mon introduction d'élégance et politique. C'était quoi l'objet de cette rencontre? Bonjour à tous. Bonjour à M. Bernard Oudin. Bonjour à M. Doumbia. Écoutez, Tidjane Thiam est un homme élégant, naturellement. Il a fait ses classes... Je ne parlais pas du physique. Hein, Il a fait ses classes dans les hautes institutions nationales et internationales. Quand il va rencontrer M. Alassane Ouattara, c'est un aîné qu'il rencontre, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire qu'il rencontre. C'est une famille, la Côte d'Ivoire. Oui. Donc il déploie, n'est-ce pas, toute une élégance pour montrer quelle est l'approche politique du PDCI-RDA, de la politique, qui est la politique de la concorde, de l'unité, de la fraternité. Ensuite, l'objet de cette rencontre, l'objet, c'est simple, c'est annoncer donc la date des obsèques du président Henri Konan Bédié, qui va avoir lieu à partir du 20 mai jusqu'au 2 juin, et puis évoquer des questions d'intérêt national et international. C'est aussi simple que ça.
Mais en le recevant, ce 11 mars, le président Alassane Ouattara recevait après aussi un concurrent à lui. Vous ne faites plus mystère. Un concurrent... Politique, un adversaire politique. Je dirais... Dans la perspective de la présidentielle. Je ne dirais pas les choses comme ça. C'est un adversaire politique, un adversaire idéologique, un adversaire dans les approches des questions politiques, des questions de développement. Après, ils ont tous les deux parlé, vous les avez entendus, sur, si vous voulez, la proximité des vues sur les questions macroéconomiques, microéconomiques. Le PDCI-RDA est un parti démocratique, d'obédience libérale, on va dire, de droite. Le RHDP, on va dire, est sorti un petit peu du ventre du PDCI-RDA. Donc, quand un père a généré un enfant, l'enfant peut développer, si vous voulez, des compétences différentes, mais il n'ira jamais plus loin. Donc, on considère que le RHDP tient du PDCI-RDA et c'est normal que les deux points de vue ne divergent pas sur la forme. Maintenant, sur le fond, c'est un autre modèle qu'on voit dans l'arrivée de Tidjane Thiam, qui est donc manifestement différent du président Henri Konan Bédié. On va en parler tout à l'heure. Du président Félix Houphouët-Boigny. On reviendra tout à l'heure sur ce que incarne à vos yeux le président, oui, bien sûr, le président Tidjane Thiam. C'est le président du PDCI. Bien sûr, le président du PDCI-RDA et l'offre politique qu'il veut proposer, ou du moins qu'il entend proposer aux Ivoiriens. Très rapidement, Bernard Oudin. Quand on parle d'une présidentielle, c'est-à-dire, on parle d'un mandat qui s'achève aussi. Et on se projette à l'avenir. Quel est votre regard sur les 13 dernières années où la Côte d'Ivoire a été dirigée par le président Alassane Ouattara? Vous émettez le souhait de voir le président Laurent Gbagbo candidat à cette présidentielle et pour qu'il remporte même cette présidentielle. Quel est le regard que vous portez sur celui donc de son prédécesseur, si éventuellement il devient... Vous savez, il y a quelques années déjà, dans un certain nombre d'interviews, quand on me posait la question, en particulier par rapport à certaines réalisations du régime Ouattara aujourd'hui, et à l'époque on parlait du pont Henri Konan Bédié et de 2-3 autres réalisations, j'avais l'habitude de répondre: un pont, ça ne se mange pas. Parce que quand on veut développer un pays, il est bien de faire des infrastructures, mais il faut se rappeler qu'on a aussi des habitants dans ce pays. Et que ces habitants-là, le fait qu'il y ait un très joli pont, qui soit en plus à péage pour certains, ça n'arrange pas nécessairement le garbat du soir. Donc, c'est là qu'est le vrai sujet. C'est est-ce qu'on a le développement du pays pour avoir quelques réalisations, entre guillemets, qui pourraient être considérées comme pharaoniques, et à côté de ça, des populations qui restent dans un état déplorable, comme celles qu'on a des guerpilles de Boribana, du GESCO, sans parler de toutes celles qui vivent dans les villages, les campements, avec des problèmes d'eau, d'électricité, d'accès à la circulation et au déplacement. Donc le vrai problème est là. Pour les Ivoiriens, ils vont pouvoir s'exprimer. Une élection, ça permet au peuple de s'exprimer. Parce que, comme dit le président Gbagbo, le fauteuil présidentiel appartient au peuple. Oui. Le président est locataire. Et pendant qu'il est locataire, il faut qu'il agisse pour que le peuple décide de le garder ou de le congédier. Si on voit la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on est très inquiet pour la future. Le plus gros Vous êtes très inquiet pour le futur de la Côte d'Ivoire. Le plus gros problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est son endettement par rapport à l'international. Et ça, c'est une chose qui va être très difficile à gérer pour les générations futures. Quand Gbagbo a été arrêté en 2011, on avait obtenu le PPTE, le système du mécanique des Nations Unies, du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, qui est sur les pays pauvres très endettés. Ce qui permettait de faire chuter les endettements de la Côte d'Ivoire de façon drastique. D'ailleurs, c'est la seule personne qui en a bénéficié, c'est Ouattara, après la chute de Gbagbo, puisque ça a été appliqué à partir de juin 2011. Mais c'est sous le président Gbagbo que tout a été monté. Et dans ce cadre-là, la dette extérieure de la Côte d'Ivoire a été redescendue à 4 000 milliards. Elle est aujourd'hui au-delà de 30 000 milliards. C'est hallucinant. Moi, j'ai été, il y a une cinquantaine d'années,
conseiller technique au ministère des Finances à Abidjan. Mon ministre s'appelait Henri Conan-Bédier. Je m'occupais de dette publique. Mais des chiffres comme ça, c'était tellement astronomique qu'on n'y aurait même pas pensé. Aujourd'hui, on est dans cette situation, et c'est ça le vrai problème. Prenez l'Argentine, prenez le Ghana, prenez le Congo, prenez d'autres... Quel Congo? Le Congo-Brazza, par exemple. Oui. Ce sont des pays qui ont été mis quasiment sous tutelle d'organismes privés internationaux, ce qu'on appelle les fonds vautours. Oui, oui, c'est vrai. Et oui. Parce que les dettes de ces pays-là ont été rachetées par les fonds vautours. Et les fonds vautours, eux, ils ne veulent pas un pourcentage de la dette. Ils veulent la dette elle-même. Oui. Et ils ont pris dans certains pays comme le Congo ou l'Argentine, vous voyez l'état de l'Argentine aujourd'hui. Ouais. Ils ont hypothéqué quasiment le pays. Absolument. Et la Côte d'Ivoire est dans cette situation. Je ne vois pas très bien la comparaison. La comparaison, c'est qu'avec 33 000 milliards d'endettement, vous avez aujourd'hui le gouvernement ivoirien qui fait ce qu'on appelle de la cavalerie financière, c'est-à-dire qu'on prend des emprunts pour rembourser les autres emprunts. C'est-à-dire que les intérêts de la dette sont tellement élevés qu'il faut prendre des emprunts pour payer ces intérêts. Et là, le pays, on peut dire tout ce qu'on veut. On pourra avoir un très joli pont à Auban. Fakouri est un excellent architecte. Je rappelle aussi au passage que l'autoroute du Nord jusqu'à Yamoussoukro... En pleine rénovation, oui. Jusqu'à Yamoussoukro, il était construit en 2010. Oui, mais donc, c'est en rénovation actuellement. Et puis il y a la corniche San Pedro qui a dû être refaite Abidjan. Parce que à l'époque ils ont reconstruit et ça a duré je ne sais pas combien de temps, etc. On ne va pas énumérer tout ça, mais le fait principal c'est la dette et la situation des Ivoiriens au jour le jour dans tous les coins de Côte d'Ivoire. Il est très dur, hein. Il est très dur. C'est bien ça. Bena Oudin, il résume le bilan du président Ouattara, il dit il y a quelques 3 réalisations. C'est très dur comme bilan, mais il évoque quand même un sujet capital, fondamental. Vous répondez, lui. En fait, ce que j'ai envie de dire à monsieur Oudin, d'emblée, j'ai comme l'impression qu'il veut se substituer à une agence de notation, alors que nous, en Côte d'Ivoire, on écoute les experts. Selon Moody's, l'agence de notation internationale, la Côte d'Ivoire est montée d'un cran en termes de solvabilité et d'emprunt. On est passé du niveau, si je ne me trompe, je ne suis pas expert des terminologies, mais on est passé à un niveau BA2, si je ne me trompe, stable. Voilà. Oui. Donc la Côte d'Ivoire est un pays crédible et un pays qui peut rembourser ses dettes. Ça, c'est déjà un premier point. Maintenant... Mais soyez précis. Hein. Il a évoqué des choses. Il dit, on ne mange pas des ponts. On ne mange pas des ponts, c'est des... Donc, quand il dit ça, il faut parler de la pauvreté. Il faut parler de la pauvreté. Il faut parler des choses concrètes. Je vais juste... La vie est-elle chère à Abidjan ou pas? Il faut donner des factuelles, choses... monsieur. Allez, voilà. Écoutez, si moi, en tant que transporteur, je prends juste un exemple. Oui. Je suis transporteur du taxi, je suis un taximètre, par exemple, et que mon déplacement quotidien, oui. Par exemple, si je dois effectuer des déplacements Cocody, Koumassi, en passant par le plateau, et qu'avant, ça me prenait 1 heure, avec peut-être 30 minutes supplémentaires d'embouteillage, et que grâce au pont qui a été mis en place, je peux me déplacer en seulement 30 minutes, je pense que c'est un gain quotidien en termes de rentabilité. Il n'y a plus d'embouteillage dans Abidjan. Je ne dis pas qu'il n'y a plus d'embouteillage, mais il y a la possibilité, il y a des alternatives. Ouais. Aujourd'hui, il y a des solutions qui sont mises en place pour pouvoir faciliter, désengorger Abidjan et faciliter la circulation. Je prends l'exemple du taximètre pour vous dire qu'en termes de coûts de transport, de coûts de carburant, j'ai un gain par rapport à ce qui se passait avant. En termes de maintenance de mon véhicule, j'ai un gain parce que j'arrive à rentabiliser en fait sur ce fait-là. Et donc, du coup, clairement, en fait, je gagne en fait à la fin de la journée quelque chose que je ne pouvais pas effectivement bénéficier avant parce qu'il fallait aller voir un mécanicien et tout ça. Donc, c'est des réalités aujourd'hui que font que témoignent en fait les populations ivoiriennes. Moi, aujourd'hui, quand je vais à Abidjan et que je dois me déplacer à Yamoussoukro, je fais mon déplacement aujourd'hui en moins de 2 heures, alors qu'avant, en fait, c'était plus que ça. Et ne sont pas les seuls exemples en fait qui existent. Donc aujourd'hui, c'est pour dire que on mange le pont
parce que le pont nous permet de pouvoir effectivement rentabiliser sur nos activités quotidiennes. Si vous dites ça, vous laissez supposer que tous les Ivoiriens vivent à Abidjan et que la Côte d'Ivoire, c'est Abidjan. Ce n'est pas le cas. Non, les ponts et les infrastructures routières ne sont pas seulement qu'à Abidjan. Si on aborde le sujet sur le bilan, en fait, moi, je vous donnerai des chiffres, en fait, parce qu'avec le gouvernement RHDP et Alassane Ouattara, en fait, tout est traçable, hein, et tout est visible et palpable encore. À la différence de ce qui se passait avant. Quand on prenait le pouvoir en 2013, je vais aller sur l'existant, hein, ce qu'on avait avant 2011 et ce qui a été fait aujourd'hui. Oui. Quand on parle de pont, en fait, avant 2011, figurez-vous que pendant 50 ans, la Côte d'Ivoire n'avait que, comment on appelle ça, la Côte d'Ivoire avait combien de ponts? On avait le pont Félix-Houphouët-Boigny et puis Charles de Gaulle. Aujourd'hui, on a augmenté ce chiffre-là. Si vous prenez les infrastructures routières, vous avez quoi? Voilà, tel qu'on le signifie aujourd'hui, on a plus de 25 ponts et échangeurs construits par le gouvernement Ouattara. On a plus de... Monsieur, vous savez ce qui aurait été plus percutant? D'accord. C'est que vous nous expliquiez si aujourd'hui, l'Ivoirien moyen s'en sort avec le loyer et la nourriture, l'eau, le courant. Est-ce que ce que représente aujourd'hui tout ce que je viens de citer comme produit de première nécessité, comparé à il y a 5 ans, il y a 10 ans, est-ce que la vie est devenue moins chère pour les Ivoiriens? C'est la question. Laissons de paix les histoires de ponts. C'est très beau, les ponts, on est d'accord. Il faut des ponts, il faut des infrastructures dans un pays. Et c'est très bien, Abidjan est beau, personne ne peut en douter, c'est sûr. Mais là, quand on fait un focus sur le panier de la ménagère, est-ce que la vie est devenue moins chère pour les Ivoiriens ou pas? C'est la question qui est posée, la question du coût de la vie. Aujourd'hui, en fait, il y a une forte proportion et une forte amélioration par rapport à ce qui se faisait avant. D'accord. Le PIB a carrément augmenté en Côte d'Ivoire. La classe moyenne aujourd'hui est plus ressentie. Et si vous prenez le PIB par habitant, il a carrément, je dirais, doublé. En 2011, le PIB par habitant en Côte d'Ivoire était de 1213 $. Aujourd'hui, il est carrément à 2300 $. Et ça sont des chiffres qui sont réels, qui peuvent être vérifiés. Et aujourd'hui, je peux vous garantir, monsieur, que la vie de l'Ivoirien moyen a changé en Côte d'Ivoire. Ils ont l'accès à l'électricité, ils ont l'accès à l'eau potable. L'école est gratuite. Vous avez totalement raison. Absolument. 92% de taux d'électrification. Absolument. Vous avez fait un bon. Et nous visons les 100% à horizon 2025. Dans 2 ans, la Côte d'Ivoire, il ne se passera une parcelle du territoire national en Côte d'Ivoire qui ne bénéficiera pas en fait de l'électricité. Et si vous prenez le nombre d'abonnés en 2011, on était à 1 million. Aujourd'hui, nous sommes à 2,6 millions d'abonnés en Côte d'Ivoire. Donc, en fait, c'est un bond de plus de 1,6 million d'abonnés en Côte d'Ivoire. On reviendra. Maintenant, si je veux aussi aborder par rapport à l'électricité, en termes de puissance, parce qu'aujourd'hui, il y a une diversification en fait, du mix énergétique en Côte d'Ivoire qui favorise en fait, l'accès à l'électricité. La Côte d'Ivoire, en 2011, on avait, je dirais, 1200 mégawatts en termes de puissance. Aujourd'hui, c'est carrément doublé. Nous sommes à 2300 mégawatts de puissance électrique. Avec dans toute la sous-région, la Côte d'Ivoire bat effectivement des records. Avec monsieur, une diversification en termes de panneaux photovoltaïques, en termes de biomasse, en termes de... voilà, en fait, il y a une diversification des solutions qui fait aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est une puissance, un pays qui est en voie d'émergence. Et après 2025, nous allons confirmer cette émergence-là. Sous la houlette du docteur Alassane Dramane Ouattara comprise. Merci. Maître Zéhouri, vous avez la parole, vous êtes sans doute moins satisfait que lui, c'est pour ça que vous avez une nouvelle offre politique pour les Ivoiriens. On retient quoi? L'année prochaine, c'est la présidentielle. Votre regard sur les 5 ans qui s'achèvent, c'est lequel? Je voudrais remercier le président Tidiane Thiam d'avoir porté son choix sur moi pour être son haut représentant dans un district très important de plus de 2 400 000 habitants en Côte d'Ivoire. Vous voyez, monsieur Togbé, j'ai pas de papier, comme mon voisin. J'ai rien noté, j'ai rien préparé.
Il faut que ça soit souligné, d'accord? Bien. Mais deuxième chose qu'il faut souligner, c'est que moi, je vis en Côte d'Ivoire. Et je suis donc à Paris pour une visite de travail et d'affaires. Une fois ces deux points soulignés, j'aimerais dire ceci. La Banque mondiale, oui, sur le compte rendu de, comment vous appelez déjà, Jeune Afrique, oui, il y a une semaine, oui, rendait compte d'un état comparé du niveau de vie des pays africains. Hélas, la Côte d'Ivoire est le premier pays où le coût de la vie est le plus cher, tenez-vous bien, au monde. Au monde. Alors, sur une échelle de 100, établie par les institutions financières internationales, par la Banque mondiale, c'est à vérifier. À New York, vous vérifiez dans Jeune Afrique. Un New-Yorkais... La vie est plus chère à laissez-moi vous expliquer. Lorsque vous êtes attributaire de la note de 40 sur 100, ça veut dire que vous vivez à 60% moins bien chez vous qu'à New York. Lorsque vous avez la note de 40 sur 100, ça veut dire que dans votre pays, vous vivez 60% moins bien qu'à New York. Le revenu moyen de New York. Pour faire court et simple... Monsieur Richard, oui. Je n'ai pas terminé. Oui, allez-y. Il ne reste que 2 minutes. Je viens sur la Côte d'Ivoire. Oui. La Côte d'Ivoire obtient 8,5 sur 100. Ça veut dire qu'il manque à la Côte d'Ivoire 91,25%. C'est-à-dire les Ivoiriens vivent moins bien à 91,25% que les New-Yorkais. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, pour pouvoir atteindre le rapport du niveau de vie avec les revenus gagnés, il faut progresser de près de 91,25%. C'est dire à quel point le pays est dans une situation catastrophique du point de vue du niveau de vie des Ivoiriens qui sont surendettés. Lorsque mon voisin parle du PIB, il est estimé à 4 millions combien par habitant en Côte d'Ivoire? Ça veut dire qu'il faut, pour pouvoir atteindre les 4 millions et quelques en Côte d'Ivoire, il faut partir de 60 000 francs déjà, le SMIC, 61 000 francs pour atteindre 4 millions. Ça veut dire que de 61 000 à 4 millions, le gap n'existe pas. Autrement dit, les Ivoiriens vivent au-dessus de leurs moyens. Les Ivoiriens vivent au-dessus de tout, dans un endettement pharaonique. Et M. Oudin l'a expliqué tout à l'heure, les gens s'endettent pour vivre, pour construire sur les générations à venir. Et je termine pour dire, moi je suis le représentant de M. Tidiane Thiam dans une région, dans un district qu'on appelle le Lodjibois. Dans ce district, la pauvreté est la richesse la plus partagée. Les gens meurent en cascade. Ils meurent tous les jours de faim. Ils meurent tous les jours de maladie. Même une migraine peut tuer quelqu'un dans mon district. C'est dire que ce que dit la Banque mondiale et qui est publié par Jeune Afrique et que vous pouvez vérifier est vrai. Et moi, je le vis au quotidien parce que c'est moi, avec mes amis, c'est moi, avec le PDC-RDA, qui participons à financer ces funérailles, à soigner ces personnes, à nourrir ces orphelins, à mettre les enfants à l'école, à aider les étudiants et à alimenter la vie de tous les jours. Alors que mon voisin soit satisfait de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, tout ce que nous lui disons, où est-ce qu'il a mis les Ivoiriens dans tout ça? D'accord. Il va... Une petite chose pour revenir avant qu'on termine. Un petit détail, par exemple, sur Moody's, qui est une agence de notation privée comme Standard et d'autres, et Fitch. Quand vous êtes endetté comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui, les gens qui participent à désigner la capacité de l'investisseur, de la personne qui cherche à prendre du crédit pour quoi que ce soit. Arrivé à un tel niveau d'endettement, l'organisme comme Moody's ne peut
que donner plutôt une bonne note potentielle à l'endetté pour essayer de lui obtenir un crédit complémentaire, Oui, parce que c'est sa survie. Monsieur Oudin, Non, la note BA2 stable... Non, mais c'est déjà très bas. Monsieur Oudin veut dire 8 sur 20. Non, mais je sais bien tout ça. Ça veut dire, en vrai, 8 sur 20, c'est-à-dire, c'est une meilleure note en dessous de la moyenne. Mais il y a une progression par rapport au passé de 7 à 8. Non, mais c'est simplement pour dire que les agences essayent de préserver la capacité d'endettement pour retrouver leur argent à la sortie. Mais il y a une nuance. Richard, ce qui me plaît en fait dans ce débat, c'est qu'il y a des gens en fait qui veulent s'ériger en experts. Alors que quand on laisse parler les experts, alors on n'est pas des experts en fait de cette position de la Côte d'Ivoire. Stanislas Zézé, le responsable de Bloomfield, a témoigné qu'effectivement cette note-là est plutôt. D'abord, M. Zézé n'est pas. Monsieur Zézé, il n'est pas le seul spécialiste. Il n'est pas plus expert que vous. Non, il n'est pas le seul spécialiste de la matière. Et ce que je suis en train de dire, je le tiens de M. Zézé. On a écouté la même émission et M. Zézé l'a très bien dit. N'essayez pas de galvauder ce qu'il a dit. Il faut quand même. M. Zézé reconnaît qu'il y a une progression de 7 à 8, mais on n'a jamais atteint 10. Très bien. Il faut arrêter. Et vous répondre. On va l'attendre avec les nouveaux gisements. Il faut recentrer le débat et nuancer les choses. C'est important ça. On va pas faire de l'idéologie, de la propagande. Non, on est entre nous instruits intellectuels. La question de la dette, il faut nuancer avant qu'ils ne vous répondent. La dette, ça dépend de ce qu'on en fait. Tout le monde s'endette. La France a une dette de 3 000 milliards d'euros. Clairement. La question n'est pas le problème. Si vous prenez c'est comme si vous allez dans une banque, vous prenez de crédit, et si vous allez le consommer sans rien investir, sans rien construire, ce n'est pas la même chose que celui qui va prendre un crédit et qui l'investit dans quelque chose, qui achète quelque chose, qui l'investit, de façon à le rendre productif. Donc, faisons la différence. Je vais vous donner un exemple précis. Quand on parle de dette, vous avez raison qu'il faut savoir de quelle dette on parle. Absolument, c'est très... Quand je vous dis que la dette actuelle de la Côte d'Ivoire s'augmente de nouveaux crédits qui sont destinés à payer les anciens crédits, ça s'appelle, en termes financiers, de la cavalerie. En droit privé, c'est condamnable. Et je vous donne un autre exemple. Le Japon a une dette publique très élevée. C'est ça. Mais cette dette est intérieure. C'est-à-dire que c'est les Japonais qui se doivent à eux-mêmes. Ça, c'est vrai aussi. Tandis que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas les Ivoiriens qui sont propriétaires de la dette. Ce n'est pas structurel. Monsieur Oudin, Richard, une dette, en France, le pays est endetté au plan international à l'égard de l'extérieur. Mais le PIB par habitant en France, vous le connaissez. Vous vivez ici et vous savez que les Français vivent, je ne dirais pas aisément, mais en tout cas, les agrégats sociaux en France. Ah, mais ça, d'accord. Totalement d'accord. Il y a une stabilité. Totalement d'accord. J'ai dressé un tableau sinistré tout à l'heure, c'est dire à quel point la dette ivoirienne est toxique. Et puis il y a un dernier point. Juste un dernier point, on parle de PIB. On marque une coup de pause, on se retrouve dans quelques instants pour poursuivre cet échange. Et il vous répondra. Quelques secondes seulement, juste quelques secondes. À tout de suite. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Troisième et dernière partie de Frontal. Le numéro de ce jour est consacré à la Côte d'Ivoire. Monsieur Oudin, très rapidement, vous vouliez dire quelque chose avant qu'on ne... Oui, il y a deux petits détails. Un macro et un micro. C'est ça. Sur le plan macroéconomique, on parle de PNB, de PIB, etc. Mais aujourd'hui, il y a un indicateur qui est fondamental, c'est l'indice de développement humain. C'est vrai. Cet indice de développement humain permet de compiler à la fois les résultats économiques, macroéconomiques, et les résultats sociaux
pour voir quelle est l'osmose entre les deux. Et la Côte d'Ivoire est parmi les derniers pays au monde en IDH. On est derrière le Burkina Faso, ce qui est inimaginable. Je ne sais pas si la Côte d'Ivoire est le dernier pays. Dans l'un des derniers. Je pense qu'il y a le Niger encore derrière. Le dernier rapport du PNUD. L'IDH, ça vient des Nations Unies. La Côte d'Ivoire est 159e sur 191. Non, mais vous vous rendez compte, regardez le nombre de pays qui sont devant nous, c'est inimaginable. Oui, c'est dans le monde. Hein. Mais en 1960, à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le PNB de la Côte d'Ivoire était égal au PNB de la Corée du Sud. C'est vrai. Je ne veux pas vous dire aujourd'hui quelle est la différence. En tout cas, la Côte d'Ivoire... C'est un point macroéconomique qui fait en sorte, comme disait M. Zeroui, c'est que là, les Ivoiriens vivent mal, parce que c'est l'IDH qui démontre que les Ivoiriens vivent mal. Ce n'est pas simplement le fait d'avoir un gros PNB qui est lié à par exemple, à l'endettement général, qui vient gonfler la valeur. Mais quand vous dites ils vivent mal, vous faites allusion à quoi concrètement? Mais vous savez, moi, je ne vis pas à Abidjan en ce moment pour des raisons que vous pouvez imaginer. Alors, mais moi, je vais vous dire, j'ai tous les jours Abidjan au téléphone, des amis chefs d'entreprise, dont un a construit un des stades. Richard, ma facture d'électricité, je ne parlerai pas de quelqu'un d'autre. Hein. Je parle de moi, ma facture d'électricité. J'habite là où j'habite, à Cocody. Ce mois-ci, 400 000 et quelques francs. Oui, mais ça dépend de comment vous consommez. Non, monsieur, j'ai que 2 climatiseurs chez moi à la maison. Oui. Et j'ai toujours payé 300 et quelques mille francs sans savoir pourquoi. Vous savez, lorsque je me suis installé il y a 10 ans, la première estimation de facturation électrique qu'on m'avait faite était de l'ordre de 300 000. Et depuis lors, tous les abonnements que j'ai faits en électricité m'ont coûté 300 000 tous les mois, sans savoir jamais ce que j'ai consommé jusqu'au moment où je vous parle. La dernière facture s'était élevée à 400 et quelques mille. Je peux vous produire les factures. Monsieur, est-ce que vous pensez vraiment qu'un Ivoirien qui ne gagne que 61 000 francs par mois, ou les moyens 250 000 francs par mois, peut supporter, en dehors du téléphone, en dehors du transport, en dehors de la nourriture, en dehors des funérailles, en dehors des déplacements, 300 000 francs parce qu'il a utilisé un climatiseur? On ne fait pas payer les gens de façon arbitraire, c'est en fonction de votre consommation. Je vous prie de m'excuser, vous irez vérifier sur place, je n'ai pas dit ça, mais moi je constate juste que ça coûte. Juste un dernier petit détail que je voulais donner. Il faut que vous répondiez, vous voyez bien juste que... Juste pour finir, et ça revient un petit peu sur l'affaire de l'électricité. Monsieur Doumbia nous a fait un roman sur les gens qui prennent le taxi et qui, grâce au péage du pont au Fouet-de-Bonny, gagnent 30 minutes. D'abord, je dirais que l'essentiel des Ivoiriens qui prennent aujourd'hui des taxis-compteurs font en sorte d'échapper au pont au Fouet-de-Bonny parce qu'ils ne veulent pas payer le péage, justement. Et, ils veulent pas, et les taxis-compteurs ne veulent pas l'inclure dans le prix de leur course parce qu'ils veulent le faire payer en supplément à l'usager. Donc là, ça pose un problème, c'est pour ça que les embouteillages restent récurrents. Et on veut sauver, soi-disant, ça permet de sauver du carburant. Belle affaire. Et à ce propos-là, pourquoi, dites-moi, que le carburant en Côte d'Ivoire vaut tant et que ce carburant transporté par Citarail depuis la Cire jusqu'à Ouaga coûte moins cher à Ouaga qu'à Abidjan? Expliquez ça aux Ivoiriens. Monsieur Doumbia, deux éléments essentiels ont été évoqués dans les propos de Monsieur Oudin et de Maître Zeroui. C'est la question de la cherté de la vie, du coût de la vie, de la qualité de vie. On a vu, ça existe sur Internet, le rapport du PNUD de 2022-2023 est disponible. Le positionnement de la Côte d'Ivoire n'est pas réluisant. Ce qui ne veut pas dire que le gouvernement ivoirien ne travaille pas dans ce sens. Alors, quelle est la nuance que vous voulez apporter? Et puis, ils ont donné un exemple spécifique, même si ce n'est pas singulier à la Côte d'Ivoire. Parce que avec la guerre en Ukraine, moi, je ne tente aucune explication. Je ne sais pas comment s'approvisionne la Côte d'Ivoire en énergie, mais le courant coûte cher aujourd'hui dans pratiquement tous les pays du monde. Mais en fait, c'est à vous de donner l'explication spécifique par rapport à cet élément qu'ils ont évoqué. Oui, vous savez, monsieur Toubé,
Aujourd'hui, en fait, le gouvernement Alassane Ouattara a cette faculté-là de pouvoir justifier certaines situations parce que le PPACI, ex-FPI, et le PDCI ont quand même géré ce pays-là. Vous voyez? Et l'instabilité occasionnée par les politiques de ces partis, en fait, ont été les conséquences de certaines situations qu'il fallait gérer en amont, qui peuvent vraiment expliquer certaines difficultés. Mais le gouvernement Alassane Ouattara aujourd'hui propose des solutions pour les Ivoiriens. Vous voyez, vous convenez avec moi que nous avons vécu la crise liée à la pandémie du Covid. Voilà, et le gouvernement ivoirien a pu pallier quand même à des solutions, notamment par rapport aux difficultés sur la vie, sur la cherté de la vie et tout ça. 2020. Et nous agissons aujourd'hui avec le gouvernement ivoirien en toute transparence. Les prix sont affichés et les consommateurs ont la possibilité de pouvoir vraiment se plaindre auprès des autorités. Donc ça, c'est un. Donc moi, je ne vais pas gérer, en fait, je ne vais pas justifier des situations macro, de factures, d'augmentation de factures et tout ça. Vraiment, la Côte d'Ivoire a des entités juridiques. Et si éventuellement vous estimez que votre consommation mensuelle n'est pas vraiment facturée au juste prix et que vous puissiez le justifier, ben, la loi, en fait, peut... voilà, vous pouvez faire face, en fait, à la loi. Vous avez plutôt... Mais nous, on agit... En fait, nous, on a les chiffres, on a les statistiques et on a les chiffres. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficultés en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de cherté de vie en Côte d'Ivoire. Mais les solutions sont là. Et le gouvernement du président Alassane Ouattara s'attelle vraiment à soulager les populations. Figurez-vous que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est un pays qui va bientôt s'estimer être un pays pétrolier avec la découverte de deux gisements, notamment le gisement Kalao tout récent en 2024 et puis la mise en production du gisement Baleine qui a été détecté sur nos côtes. Donc la Côte d'Ivoire avance, monsieur. Et l'organisation de la Coupe d'Afrique, c'est un témoignage. Nous avons reçu plus de 1 600 000 personnes qui sont venues dans notre pays et qui ont témoigné vraiment, on va dire, de la beauté de ce pays-là. La faculté d'accueil, en fait, des Ivoiriens et puis le niveau de vie, en fait, voilà, s'il y avait tous ces problèmes que je n'occupe pas, en fait, mais s'il y avait tous ces problèmes, je pense que tout ça, ça serait mis au vu de tout le monde. Donc, les Ivoiriens vivent mieux qu'avant. Les Ivoiriens se soignent mieux qu'avant parce que le président Alassane Ouattara a pu construire des infrastructures hospitalières. Les Ivoiriens sont mieux éduqués. Vous savez qu'en 2011, nous avions seulement environ 270 collèges, lycées ou collèges construits en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en l'espace de 10 ans, ces chiffres ont été multipliés par 2. Nous sommes à plus de 550 lycées ou collèges. Les universités, et ça c'est au passage, les universités, quand le président Alassane Ouattara prenait le pouvoir en 2011, nous avions seulement que 3 universités construites. L'université d'Abobo-Adjamé, l'université de Cocody et l'université de Boaké. Et une parenthèse, 2 de ces universités-là ont été construites par M. Alassane Ouattara quand il était Premier ministre, sous Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, on a ajouté au nombre précédent, les 3 universités, nous avons construit 6 universités supplémentaires. Et je me passe en fait des constructions en fait de CAFOP et des réhabilitations de CAFOP pour les enseignants et les professeurs. Et encore, témoignage à l'appui, les différents stades de football qui ont été construits. C'est un gros investissement personnel de M. Alassane Ouattara. Et donc, tout est visible, tout est palpable. Nous n'allons pas commenter, nous n'allons pas nous apitoyer en fait sur des situations, voilà... des situations macro, mais voilà, il faut... À sa décharge, je dois dire, je fais des émissions sur beaucoup de pays sur le continent. Donc j'ai un regard analytique et comparatif. Et effectivement, on ne peut pas dire que c'est... catastrophique. Alors, catastrophique. On n'a jamais dit... Oui, on est d'accord, totalement. Je peux poursuivre? Totalement d'accord. On n'a jamais dit que la situation était irrémédiable.
elle a beau être catastrophique, elle n'est pas irrémédiable. Enchaînez pour nous dire... Alors, je vais vous dire, voilà. je vais vous dire. Voilà. Sur ces questions évoquées, quelle est la stratégie, quel est le message que vous portez, l'offre que porte la candidature du président Tidjane Thiam, par exemple? Je vais y venir. Oui. Mais je voudrais dire à mon frère Doumbia, avec la liste qu'il est en train d'égrener, que c'est une réalité visible. Mais il a fini de citer. C'est fini, il a tout dit. Il a tout dit. En 2011, M. Toubé, n'importe qui aurait pris le pouvoir après la gouvernance de Laurent Gbagbo et la négociation des PPTE, vous produisez des résultats plus performants, plus efficaces, plus clairs que ce que M. Doumbia a l'air de nous égrener. Encore que le PDCI dont est issu le RHDP avait déjà planifié, exécuté, programmé, sans compter ce que M. Laurent Gbagbo a pu faire en temps de crise. Vous avez entendu parler du budget sécurisé? Ce budget, c'était un budget qui a été énoncé en pleine crise de la Côte d'Ivoire, monsieur. Et malgré que le pays était divisé en deux et que les recettes de la partie septentrionale ne descendaient pas, alors que tous les fonctionnaires qui couvraient tout le pays étaient payés, salariés. Non, mais je vais pas laisser malgré ça, tout ça, M. Laurent Gbagbo et son pouvoir arrivaient pas parce que vous avez à équilibrer, à payer les cadres. Il y a une différence, monsieur. À rembourser, planifier et réaliser et et à rembourser l'endettement extérieur et interne de la Côte d'Ivoire. On aurait placé n'importe quel cadre ivoirien à la tête de la Côte d'Ivoire et il aurait fait mieux. Qui reçut le produit de la longue négociation que les Boune-Boabré et les autres ont fait pour le PPTE, je vous assure, ce n'est pas ce résultat qu'on aurait obtenu. Ensuite, nous vivons la réalité que M. Doumbia ignore totalement ou qu'il décide de saboter, et c'est triste. Attendez, il ne manquerait plus qu'à ne pas construire des routes et des universités, alors que le PND a permis au pouvoir d'aller lever des fonds, des obligations national de développement partout dans le monde, et que les investisseurs étrangers ont injecté du blé dans l'économie ivoirienne. Ils attendent des résultats, et ce sont des baux, si vous voulez, M. Doumbia. Ce sont des baux. Les baux supposent un loyer, et les Ivoiriens vont payer ces loyers, je dirais même ad vitam aeternam. Est-ce qu'on lui a dit ça? Mais quand il dit « on », j'espère que dans le « on » qu'il utilise, il parle des Ivoiriens et qu'il ne parle pas seulement d'un régime ou d'un pouvoir qui serait en train de travailler en exclusivité, en porte fermée. Ce qu'on constate d'ailleurs, on va parler de la cohésion tout à l'heure, c'est que c'est effectivement en vase clos parce que les autres cadres du pays ne sont pas concernés par cette embellie que moi je trouve un peu flatteuse. Et le PDCI est prêt à relever le défi. Votre propos rappelle la confection humble de l'ancien président, l'ancien Premier ministre, l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui effectivement, après un mandat, a reconnu qu'ils ont privilégié des aspects à l'aspect social et que effectivement le deuxième mandat et le consisterait à renforcer les mesures. Il a eu l'humilité de le reconnaître. C'est cette humilité effectivement, qu'on demande à M. Doumbia. C'est tout. S'il est humble, les Ivoiriens sauront comprendre. Sinon, qu'il ne nous fasse pas croire qu'on n'est pas en Côte d'Ivoire. Parlons réconciliation, parlons cohésion nationale. Vous avez évoqué tout à l'heure la CAN, la Coupe africaine que vous venez d'organiser et que vous avez remporté. Et c'est peut-être encore le moment de dire félicitations à toutes. 500 milliards de francs CFA pour organiser la CAN. On ne va pas polémiquer. 500 milliards. Moi, je ne suis pas... Dites-moi, quelle infrastructure en Côte d'Ivoire d'hébergement hôtelier et autres sportifs a coûté 2 milliards? Dites-moi.
Monsieur Zéhouri, Maître Zéhouri, excusez-moi, je n'ai pas la compétence d'évaluer les dépenses au regard des réalisations. Je crois qu'il y a des... C'est le porte-parole du PPACI qui a fait des enquêtes et qui est venu et qui a révélé que la CAN a coûté 500 milliards dans les chiffres officiels. En réalité, il faut que le pouvoir nous dise combien a coûté exactement la CAN. C'était une belle fête, on le sait. Ce qui a pu être visible à l'occasion de cette compétition que vous avez organisée et remportée, c'est la cohésion entre les Ivoiriens qu'on a pu voir. Clairement. La question aujourd'hui, quand on a la coupe, quand on remporte la coupe, ou quand un joueur met un but, personne ne demande de quel parti politique il est ou de quelle ethnie il est. À la fin, c'est toute la Côte d'Ivoire qui a gagné cette compétition. Nous sommes à 1 an de la présidentielle. Et la question qui se pose autour de cette table, c'est comment on fait pour que cette cohésion acquise, ou du moins renforcée à l'occasion de la CAN, soit maintenue jusqu'au dernier jour, jusqu'à la proclamation des résultats de la prochaine présidentielle. Un fait est clair. Aussitôt après cette CAN, le président Alassane Ouattara prend la décision de libérer des prisonniers qui se sont rendus coupables d'incrimination en lien avec la crise de 2010. Le président Laurent Gbagbo, que vous représentez à cette table, a dit sa satisfaction pour cet acte qui constitue, dit-il, une avancée positive vers la réconciliation nationale tant attendue. Je rappelle que parmi les 51 personnes qui ont été libérées en février, il y avait des proches de Laurent Gbagbo, je pense notamment à Dogbo Blé et à d'autres encore. Charles Blé Goudé dit, je le cite, « Je voudrais saluer cette mesure de grâce qui a été prise par le chef de l'État et dire merci pour cette initiative courageuse qui a été prise. » Ben Aoudin, on connaît l'histoire récente de la Côte d'Ivoire et on sait les efforts que les Ivoiriens ont faits pour pouvoir se parler encore, pour pouvoir regarder ensemble dans l'avenir. La question c'est, est-ce que selon vous, vous êtes dans un état d'esprit qui permet de maintenir cette union et cette cohésion au-delà d'octobre 2025? Écoutez, vous avez présenté mon livre en début d'émission. Oui. Si vous ouvrez mon livre, en exergue, il y a une phrase de Nelson Mandela que j'ai voulu mettre dans ce livre, dans laquelle il dit « Pour celui qui est allé en prison, quand il sort, il n'a aucune envie de se venger, il n'a pas de temps à perdre pour ça. » Et je pense que l'état d'esprit du président Gbagbo, c'est la logique philosophique de Nelson Mandela. Et pour revenir aux prisonniers politiques qui ont été libérés, puisque c'était des prisonniers politiques, je prends l'exemple du général Dogbo Blé. Le général Dogbo Blé n'avait plus rien à faire en prison depuis l'acquittement du président Gbagbo, puisque l'acquittement du président Gbagbo, vous l'avez rappelé, on parlait de crimes de guerre, etc. Gbagbo était le chef des armées en tant que président de la République. Donc, M. Dogbo Blé était sous ses ordres. Si Dogbo Blé a exécuté des ordres sous Gbagbo et que la Cour pénale internationale a considéré que le président Gbagbo n'avait commis aucun crime, les actes de M. Dogbo Blé ne peuvent venir sur aucun crime. Donc, M. Dogbo Blé aurait dû être libéré le jour même. Le président Gbagbo est rentré à Abidjan le 17 juin 2021. La première chose qu'il a dit en arrivant, c'est libération des prisonniers. Il est allé voir Ouattara au palais dans les jours qui ont suivi. Il a parlé de la libération et il a demandé la libération des prisonniers. Il est retourné voir le président Ouattara plusieurs fois. À chaque fois, il a demandé ça. Et après la CAN, dans l'élan de la CAN, le président Ouattara en a profité pour sortir tout le monde, presque tout le monde, parce que Anselme Seka Seka n'est toujours pas sorti de prison, ouais, alors qu'il fait partie, au même titre que Dogbo Blé, des gens qui ont suivi le président Gbagbo. Mais je crains, malheureusement pour Anselme, que sa situation physique et mentale fasse qu'ils vont avoir du mal à admettre qu'il a subi des sévices tels en prison qu'il ne faut plus le montrer au public. C'est ça que je crains pour lui. Mais... Très clairement, le PPACI est dans un état d'esprit
de réconciliation et de renforcement de la cohésion nationale. Il n'y aura aucun acte politique, aucune parole, aucun geste, aucun acte politique de votre part. Je vous ai cité la phrase de Mandela que reprend Laurent Gbagbo. Et la vie politique de Laurent Gbagbo, ce n'est qu'une vie politique démocratique. Absolument. Et il a un seul mantra: asseyons-nous et discutons. Bien sûr. En plus, il n'est pas au pouvoir. C'est vous qui avez... Au fond, la clé, c'est vous. Clairement. Mais pas que. Il faut que Laurent Gbagbo puisse participer à cette présidentielle. En tout cas, c'est le souhait de ses partisans, on l'a vu. Et il n'y a pas beaucoup de monde en Côte d'Ivoire qui serait contre ça. Enfin, on suppose. Si le jeu est libre, le jeu électoral est libre, si tous les Ivoiriens qui remplissent les conditions y participent, que le meilleur gagne, n'est-ce pas? Vous êtes aussi dans cet état d'esprit. Bien sûr. Vous savez, en fait, nous sommes oufoutistes. D'abord, je voulais faire une parenthèse parce que il y a le frère d'à côté, maître Zéhouri, qui disait que nous n'avons pas la même idéologie. Je ne sais pas s'il est du PDCI ou pas, ou bon, j'ai comme l'impression d'être avec un gars du PPACI. Non, mais sinon, l'idéologie que nous savons du président du PDCI, c'est que voilà, il se réclame aussi oufouettiste. Donc à la base, nous sommes oufouettistes et nous le revendiquons, nous l'assumons. Donc la démarche du président Alassane Ouattara, elle est claire. Alassane Ouattara n'est pas fermé au dialogue. Houphouët-Boigny a dit que le dialogue est l'âme des forts. Et c'est ce qu'incarne en fait Alassane Ouattara. Alassane Ouattara ne s'empêche pas en fait de faciliter les choses. La clé, elle est bidirectionnelle, je dirais. Autant du côté de nos frères, nos amis du PPACI, et autant aussi du côté du pouvoir. Tout va dépendre de l'attitude et du comportement, de la démarche en fait qu'ils vont suivre. S'ils veulent rentrer dans un bras de fer, comme je l'ai dit auparavant... C'est vous qui êtes au pouvoir, ils n'ont pas rentré... Écoutez, c'est vous qui avez tout. On a une situation judiciaire, déjà, à la base. On entend une proclamation, une acceptation de candidature, déjà, qui... éventuellement, comme je l'avais dit au départ, dans ma première intervention, voilà. Donc du coup, il y a un risque, monsieur. Il y a des risques en fait éventuels. Donc tout va dépendre du comportement de nos amis du PPACI. Le président Alassane Ouattara, comme je l'ai dit, il agit en temps et en heure, selon son calendrier et sans influence. Dernier point très rapidement, avant de donner la parole pour le mot de la fin, très rapidement. Il reste à peu près un peu plus d'1 an. D'accord. La présidentielle a lieu en octobre. Non, c'est à vous, je pose la question. Okay. On ne sait pas. Vous pouvez nous dire si le président Alassane Ouattara sera candidat ou pas, ou s'il n'est pas candidat. Comment se fait-il que les Ivoiriens ne connaissent pas encore le nom de son probable successeur? Écoutez, monsieur Toboué, la démarche, la posture du RHDP est claire depuis bien longtemps. Vous savez, le président Alassane Ouattara a dit, et je ne sais pas si vous vous rappelez, il a dit que si éventuellement l'un de ces elders, comme on se plaît à les appeler, se présente à une élection en Côte d'Ivoire, ils le trouveront en face. Nous, au RHDP, notre posture aujourd'hui... Non, elders, il faut, comme la Côte d'Ivoire est francophone, il faut dire ça en français. De ces années. Les années. Il parlait effectivement, il parlait justement du président Henri Konan Bédié, feu le président Henri Konan Bédié, et du président Laurent Gbagbo, président du PPACI. Oui. Donc voilà. Donc, si une candidature de Gbagbo est validée, effectivement, bon, il a accepté, mais est validé éventuellement par la CEI. Actuellement, au moment où on est en train de faire cette émission, quelle est la situation au sein du RHDP? Qui portera les couleurs du RHDP? Oublions Gbagbo. Le RHDP est en train de s'aménager pour pouvoir proposer une candidature. Mais nous, notre position au niveau de l'Union des cadres, et je saisis le plateau pour lancer cet appel. Nous demandons à la haute direction du RHDP, au secrétariat exécutif, d'accélérer la procédure de demande de la candidature du docteur Alassane Ouattara pour un 4e mandat 2025. Pour un 4e mandat. Il s'agira du 2e mandat de la 3e République, s'il vous plaît. Il y aura le premier mandat. Le message est très clair. Il ne peut pas être plus clair que ça. Et vous avez le mot de la fin, très rapidement, quelques secondes. Merci. Lorsque tous les démocrates de la Côte d'Ivoire
se mobilisait dans les années 2010 pour demander une transition politique en Côte d'Ivoire dans la paix pour que M. Alassane Ouattara vienne au pouvoir, nous savions qu'à un moment donné, il devait desserrer l'étau sur tout ce qui est confiscation des libertés. Cela a été demandé maintes et maintes fois. Aujourd'hui, nous devons saluer l'amnistie, la libération de certains prisonniers qui ont eu la chance d'échapper à la mort. Oui. Ce qui n'est pas forcément une très bonne chose. Je veux dire, cette libération des pères et des mères de famille aurait pu intervenir bien plus longtemps avant pour permettre à chaque Ivoirien de reconnaître les mérites de son président. Sur ce chemin, 2 secondes. Quoique cela n'est pas encore terminé, oui. Il faut poursuivre cet effort, en tout cas de décrispation, absolument, pour permettre à tous les Ivoiriens de manger dans la même assiette. Merci. Monsieur, je voudrais terminer en disant, le président Tidiane Thiam du PDCRDA souscrit complètement à la décrispation. Voilà pourquoi il est toujours très humble, il est toujours très disposé, il est oufouettiste, mais pas seulement dans le principe, mais dans le sang aussi. Et il ne dit pas que les autres ne sont pas oufouettistes, d'autant plus que Félix Houphouët-Boigny nous avait tous adoptés, y compris le président Laurent Gbagbo. Donc, en soi, tous les Ivoiriens sont oufouettistes. Aujourd'hui, l'expression de notre vécu politique et les orientations divergentes montrent bien qu'il y a des positions, des idéologies qui vont être retenues de part et d'autre. Tidiane Thiam est venu avec une nouvelle idéologie qui est j'allais dire, technocrate, qui est axée sur l'appui du terrain, qui est celle dans laquelle moi je m'inscris. On reviendra dans d'autres émissions. En tant qu'acteur de terrain. Très bien. Donc je voudrais vous dire merci de nous avoir permis d'expliquer tous ces choix, oui, et de dire, en tout cas à mon voisin et au pouvoir d'Abidjan, que la Côte d'Ivoire est une indivisible. Nous souhaitons vivre en paix, que la recherche de la liberté et de la paix continue inlassablement pour que tous ceux qui souhaitent être candidats en 2025 le soient, y compris M. Guillaume Soro Kibafori, dont le numéro 2 sort de prison, mais lui-même est toujours en exil. Si on veut décrisper, allons jusqu'au bout. Absolument, c'est un bel appel que vous venez de lancer. Si par hasard le pouvoir ivoirien tombe sur cette émission, alors nous ferions de prendre en compte votre appel et que tous les enfants de Côte d'Ivoire, quoi qu'ils aient fait, puissent retourner dans leur pays. C'est très compliqué de vivre loin de sa terre natale, loin de son pays, et qu'ensemble, vous construisiez la Côte d'Ivoire. Merci. Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette émission. C'est donc la fin de Frontal, votre émission dont le numéro de ce jour a été consacré à la Côte d'Ivoire qui tient sa présidentielle en octobre 2025. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Et si vous voulez suivre cette émission à nouveau, allez sur www.nca-tv.com. Merci et à très bientôt.